Bonjour à tous et bonjour David. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Oui, donc je suis avec David Venac. Donc on se retrouve pour cette deuxième interview. Donc la première était sur le JTD et aujourd'hui on va faire sur un livre qui est complémentaire à celui-là, Ouais. qui t'a beaucoup inspiré. Et tu es donc entrepreneur, tu es même activateur d'épanouissement commercial. Donc tu accompagnes les entrepreneurs à prendre plus de plaisir dans la vente. Et justement, donc, dans le cadre de ton aventure entrepreneuriale, tu es passionné par l'organisation et qui te permet aujourd'hui de voyager en famille tout en travaillant. Donc, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et là où tu en es aujourd'hui justement pour les personnes qui ne connaissent pas encore? Eh ben, écoute, avec plaisir, merci pour cette introduction. Donc, je m'appelle David Venac, moi j'ai 35 ans. À l'heure où on fait cette vidéo, j'ai 3 enfants. Je pense que je n'en aurai pas d'autres par le passé, par le futur plutôt, à mon avis, on va s'arrêter là. Mais voilà, j'ai 3 enfants et j'ai lancé en fait une entreprise pour aider les consultants, tous les professionnels indépendants et les dirigeants de TPE à oser prendre du plaisir dans leur démarche commerciale. Parce que pour beaucoup de personnes qui ont une forte expertise ou qui doivent vivre de leur savoir ou de leur savoir-faire, ils ont ce bagage d'expertise avec eux, mais ils n'ont pas forcément la capacité à se vendre, à se présenter, à donner envie à d'autres d'en savoir plus sur leurs activités, jusqu'à les gagner comme clients. Moi, ça a été mon métier pendant plus de 13 ans avant que je lance mon entreprise, d'être dans l'univers du commerce, de la vente. Et donc aujourd'hui, bien, ma passion, c'est de pouvoir transmettre ce savoir-faire, transmettre ces connaissances autour de la relation commerciale avec je dirais une couleur bien particulière parce que je fais partie de ceux qui croient qu'on peut être performant dans la vente tout en étant intègre, en étant aligné avec des valeurs d'altruisme, de respect, d'authenticité, de naturel. Et aujourd'hui, si on est capable de comprendre ça et de l'implémenter dans son activité, on peut prendre conscience qu'on est capable de pouvoir gagner tous les clients dont on a besoin pour son activité sans avoir à se transformer en Jean-Claude Convenant ou en toute autre image entre guillemets négative que l'on peut avoir de la vente. La vente, c'est ni plus ni moins qu'un moyen, qu'un outil qui nous permet de créer de l'échange de valeurs dans le respect mutuel et l'intégrité. Et à partir du moment où on a compris ça, eh bien, on peut commencer à y prendre du plaisir. Et pour y arriver, moi, il y a 2 outils fondamentaux dont, à mon sens, tout indépendant a besoin. Le premier outil, c'est d'être capable de se présenter en quelques secondes lorsqu'on rencontre un inconnu pour la première fois et qui nous demande « Et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et ça, quel que soit le contexte, ça soit dans une soirée réseau, dans un barbecue entre amis, en voyage, peu importe. Donc ça, il faut être capable de se présenter d'une manière concise et accrocheuse. Et la deuxième, sur laquelle je me positionne, mon deuxième one thing, si on pourrait dire, c'est le fait d'avoir un système de prospection automatisé par Internet. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique et si on est capable de mettre en place un système qui permet de gagner de la visibilité, de se faire connaître sur son marché grâce aux outils du web, ça permet de développer commercialement son activité d'une manière beaucoup plus sympa, beaucoup plus fun et donc de se concentrer sur ce qu'on aime faire, être au contact de nos clients et les accompagner. Voilà. Et justement, donc là, tu as employé un mot-clé, se concentrer sur ce qu'on aime faire, se concentrer sur. Et Oui, c'est justement le thème de l'ouvrage que tu as choisi, donc le deuxième ouvrage qui est The One Thing. Donc, qui est exactement. un ouvrage passionnant sur l'efficacité, la productivité, on va dire l'efficacité professionnelle. Et du coup, pourquoi tu l'as choisi pour cette interview? Je l'ai choisi parce que, premièrement, c'est un livre que lorsque je l'ai lu, ça a été un des livres qui a été pour moi les plus fondamentaux dans mon développement personnel et professionnel. Ça a été vraiment un livre qui a été source de… Il a mis des mots sur des choses que je savais, que je faisais pas forcément, des choses que je faisais naturellement, mais je m'en rendais pas forcément compte et je me suis dit, bah, tu vois, ça c'est ce que je fais, et ben, je prends conscience de l'importance. Et il a mis il a mis des mots également sur des concepts qui étaient complètement nouveaux pour moi. Et c'était énormément complémentaire avec le premier livre dont on a parlé ensemble, qui est la méthode GTD. Parce qu'il y a des choses qui évidemment se croisent, qui se rejoignent, parce que ce sont des concepts généraux qui s'appliquent à tous et pour tous les domaines. Et du coup, ben, ça a mis encore plus en dimension finalement ces éléments de compréhension sur l'organisation. Comment est-ce qu'on fait finalement pour être efficace au quotidien? L'idée, c'est pas de se transformer en machine ou de se transformer en machine de productivité, mais c'est au contraire, l'idée, c'est comment est-ce qu'on met au service de notre vie le temps que l'on a et pour qu'on puisse faire les choses qui sont importantes. Pas que dans la production professionnelle, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour s'épanouir dans notre vie, quels que soient les sujets que l'on veut mettre en œuvre, quels que soient les projets que l'on veut mener personnels et professionnels. Voilà, et ça, pour moi, The One Thing a été parfaitement complémentaire avec la méthode GTD.
Oui, parce que finalement, on se rend compte que dans la vie, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu quand j'ai lu ce superbe ouvrage que vous pouvez voir là, donc il est en blanc et en jaune aussi. Mm. En fait, on se rend compte notre vie peut être remplie de distractions et Oui, que on peut perdre un peu le fil de ce qui est important. Et en fait, en lisant ce livre-là, on se rend compte que finalement, on peut faire donc la loi de Pareto, le 80-20, mais encore plus loin pour vraiment identifier ce qu'il y a de plus important et pas que d'un point de vue professionnel en fait. C'est ça qui est super super intéressant. Et justement, toi, qu'est-ce que tu as le plus apprécié ou qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cet ouvrage? en fait, tu utilises un mot qui est extrêmement important, c'est cette notion de distraction. Finalement, ce qui fait qu'on s'écarte de nos objectifs, ce qui fait qu'on s'écarte entre guillemets de nos rêves, si on peut employer ce terme-là, ce sont les distractions. C'est le fait que tout ce qui nous permet, enfin tout ce qui nous sort de notre ligne de conduite, de notre chemin d'avancement, c'est ce qui nous ralentit dans notre progression. Et si on arrive au contraire à gérer ces distractions, à faire en sorte d'être le moins distrait possible, eh bien, on se rend compte qu'on avance beaucoup plus vite. Il y a un autre livre dont on aurait pu parler qui s'appelle The Flow. C'est comment est-ce qu'on arrive à être dans un état je dirais, de flow, un état où on est extrêmement concentré. Et on a tous vécu ça à un moment donné ou à un autre dans notre vie. On fait une tâche et on ne voit pas le temps défiler. On a vraiment cette sensation d'être extrêmement productif, efficace. On abat une chose énorme dans un laps de temps donné. Et c'est limite comme quand on est en voiture et qu'on ne se rend pas compte qu'on conduit. Puis au moment où on se regarde, on fait « Ah, punaise, je suis déjà là !» C'est notre inconscient quelque part qui a pris un petit peu le relais et on a avancé presque tout seul. Et bien parfois, quand on est en mode production dans cet état de flow, eh bien, on avance extrêmement vite. Et The One Thing, ça sert justement aussi à retrouver plus rapidement cet état de flow. Et pour répondre à ta question, moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est une image, en fait, qui est une image fondamentale et on va peut-être pouvoir la partager. Hop, je vais passer voilà, sur l'écran. Alors, on va pas regarder. Alors, The One Thing, il y a un truc qui est super, c'est que quand on lit le livre, il donne des ressources complémentaires. Là, ce qu'on va vous montrer à l'écran sont des ressources complémentaires que l'on peut télécharger sur le site du One Thing. Et c'est un PowerPoint qui reprend finalement les différents éléments. Alors, on ne va pas tout regarder, mais il y a des éléments clés qui, à mon sens, sont super intéressants de regarder. Pour répondre à ta première question, hop, moi, voilà, l'effet domino, ça a été un des éléments qui a été pour moi les plus déclencheurs. C'est-à-dire qu'il explique que finalement, si on positionne des dominos les uns à la suite des autres, alors on connaît très bien ça où on fait des petits parcours puis on les fait tomber, mais si on met un petit domino, puis derrière un domino qui est 50% plus grand que le premier, puis le suivant 50% plus grand que le précédent et on continue comme ça, on se rend compte qu'en fait un tout petit domino de la taille de 2 pouces eh bien, peut au 18e domino faire tomber l'équivalent en hauteur de la tour de Pise. Et le 23e domino que l'on pourrait faire tomber à partir d'un tout premier domino de cette taille-là, on pourrait faire tomber un domino de la taille de la tour Eiffel. Et seulement 57 dominos plus loin, on pourrait faire tomber un domino aussi grand que la distance jusqu'à la Lune. Je ne sais pas si on se rend compte, mais en 57 dominos seulement. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose en fait. C'est rien. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, j'ai eu du mal à y croire. Et il y a des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Vous cherchez l'effet domino, Gary Keller, quelque chose comme ça. Et vous allez trouver, même on voit des exemples concrets. Alors, ils ne vont pas jusqu'à 57 parce qu'évidemment, il n'y en a pas. Mais on voit déjà les premiers dominos, ne serait-ce que 5-6 où les dominos est extrêmement grand. Et finalement, on se rend compte que si on veut atteindre un grand objectif, l'image que ça retranscrit finalement, c'est que si on veut atteindre un très grand objectif, eh bien, il n'y a pas besoin de faire des choses énormes. Il faut simplement identifier le premier petit domino qui va faire tomber les suivants au fur et à mesure pour, à un moment donné, atteindre ces grands objectifs. Et ce que Gary Keller également explique dans son livre, c'est que c'est bien de voir grand. Il explique, ouais, c'est très bien effectivement d'avoir, il y a un livre qui s'appelle « La magie de voir grand », c'est très très bien. Mais parfois, voir trop grand, ça peut décourager, ça peut démotiver, ça peut même, comment dire, faire un petit peu peur de se dire, voilà, mais il y a encore tout ça à faire. Alors que si on arrive à partir effectivement de ce grand domino, de cette image, de ce grand objectif, et qu'on descend petit à petit jusqu'à identifier quelle est la première petite action que je peux réaliser qui va me permettre d'avancer vers ce grand objectif, à ce moment-là, eh bien, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre parce qu'on a découpé, alors ça c'est classique dans la gestion de projet, on a découpé notre grand projet en sous-projets et donc en petites actions à réaliser. Et finalement, ce que Gary Keller explique, et ça rejoint le principe de la méthode GTD de dire je fais une revue par semaine, une revue hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine, je regarde
comment j'ai avancé vers mon grand objectif. Mais durant la semaine, et là c'est ce que Gary Keller explique, durant la semaine, je ne me focalise pas du tout sur mes grands objectifs. Durant la semaine, je me focalise uniquement sur ces petites tâches que je peux réaliser qui me permettent d'avancer. Et ça rejoint un autre point de l'organisation, c'est le fait que quand on fait des to-do list, on liste énormément de choses. Bien souvent, on mélange deux choses qui sont complètement différentes. Quand on fait des to-do list, on mélange premièrement les choses que l'on peut faire. D'accord ? Ah tiens, il faudrait que je fasse une nouvelle vidéo sur YouTube, il faudrait que je trouve un nouveau titre pour la formation, il faudrait que je fasse une miniature, il faudrait que je fasse ci. Donc c'est tout ce qu'il faudrait faire pour se développer, et tout ce que l'on peut faire, pardon. Et la deuxième chose, c'est tout ce que l'on devrait faire. Et le devrait faire, c'est les choses vraiment importantes. Et il y a une question que Gary Keller donne pour identifier et séparer finalement ce que l'on peut faire de ce que l'on devrait faire. Parce que le devrait faire, c'est sur ça qu'il faut absolument se concentrer, parce que c'est ces tâches-là qui vont nous permettre d'avancer. C'est ce qu'il appelle la question de focus. The focusing question. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de la lire en anglais, mais on va plutôt la traduire directement, je la montre à l'écran. C'est quel est the one thing, donc quelle est la chose que je peux faire maintenant, de sorte à ce que lorsque je la réalise, tout le reste va devenir plus facile ou presque inutile quelque part. En gros, c'est quelle est la chose que je peux faire dans l'instant, dans le présent, qui fait qu'en la réalisant, d'autres choses ne seront pas nécessaires de faire. Et cette question, elle est fondamentale, et c'est comme ça, moi, que je choisis finalement les tâches du jour. Quand le matin, je me pose la question de me dire, tiens, qu'est-ce que je devrais réaliser aujourd'hui ? La seule question finalement qu'on peut se poser, la première en tout cas qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Si je devais choisir, alors moi, je fais trois choses, en fait, trois tâches. Je me dis, quelles sont les trois actions prioritaires du jour, de sorte que si je réalise ces trois actions, quelque part, ma journée peut être terminée. Quelque part, je peux me dire, si je réalise ces trois actions-là, tout le reste, peut attendre ou en tout cas n'est pas prioritaire. Et ça, c'est un élément fondamental, c'est de se dire, OK, je vais, dans tout ce que je vais faire, de tout le magma de choses que l'on peut faire, uniquement se focaliser sur la chose la plus importante. La chose qui va rendre inutile les autres. Par exemple, si on se dit, tiens, moi, je veux absolument sur le mois prochain, les 30 prochains jours, j'ai besoin pour faire un investissement de faire rentrer un certain volume de cash, un certain volume de trésorerie dans mon entreprise, si on est très terre à terre et qu'on se concentre sur ça. Mais ça s'applique quels que soient les domaines de notre vie. Je veux prendre 5 kilos de masse musculaire dans les 6 prochains mois. Il y a plein de façons de le faire. Quelle est la chose la plus importante qui me permettrait vraiment d'obtenir ça ? Donc, si on revient sur cet exemple, par exemple, je veux faire rentrer, admettons, 30 000 euros de chiffre d'affaires ou de profit dans mon entreprise, il y a plein de façons de le réaliser. Est-ce qu'il faut que je lance un nouveau programme ? Est-ce qu'il faut que je relance un programme existant ? Est-ce qu'il faut que j'organise un webinaire ? Est-ce qu'il faut que je prépare un lancement vidéo ? En se posant la question de se dire, OK, quelle est la chose que je peux faire maintenant pour pouvoir me permettre finalement de faire en sorte que les autres choses seront inutiles ou seront beaucoup plus faciles ? Ça va nous permettre de choisir, non pas parmi toutes les solutions de partir à droite à gauche, mais de choisir une chose, qui va nous permettre de vraiment avancer vers la solution. Donc, oui, parce qu'en fait, ça fonctionne uniquement si on sait ce qu'on veut, uniquement si on a un objectif clair. Parce que si l'objectif n'est pas clair, on ne sait pas dissocier ce qui est important de ce qui n'est pas. Parce que finalement, ce qui est important, c'est ce qui est relié directement à l'objectif, si je me rappelle bien. Tu as tout à fait raison. Et ça, c'est un élément fondamental dont tu parles, c'est la définition d'objectif. Et là, je vais présenter une nouvelle diapositive qui est proposée par Gary Keller dans son PowerPoint qu'on peut recevoir. Lorsqu'on achète le livre, ça c'est génial. Et je le répète parce que je rends à Gary Keller évidemment tout ce travail. C'est juste génial de mettre ça à disposition. C'est ce qu'il appelle le fait de fixer les objectifs par rapport au présent. Et en fait, c'est très simple. C'est pour trouver finalement ce que l'on doit faire maintenant. L'idée, effectivement, c'est de partir d'un objectif le plus lointain, ce qu'il appelle le somme des goals. Ensuite, une fois qu'on sait, il y a très longtemps, on se projette, par exemple, à 10 ans, on se dit, OK, c'est quoi la vision que j'ai dans 10 ans? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment atteindre? S'il y avait une chose que j'aimerais vivre, ce serait quoi? Ensuite, se poser la même question à 5 ans. OK, si à 5 ans, il y avait une chose que j'aimerais vivre, une situation dans laquelle j'aimerais être, ce serait laquelle? Pour ensuite redescendre à un objectif à l'année, puis un objectif au mois, puis à la semaine, et enfin à la journée pour définir ce que l'on fait dans l'instant. Mais tu as raison, du coup, ça nécessite le fait d'avoir une clarté sur les objectifs aux différents niveaux que l'on vient de présenter,
que l'on désire atteindre en fait. Si on ne sait pas ce que l'on veut atteindre, bien évidemment, on ne peut pas se poser la question. Mais on en avait parlé quelque part quand on a fait la vidéo sur la méthode GTD. Pour moi, une bonne méthode d'organisation, ça doit nous permettre de nous redonner le pouvoir de décision. C'est de se dire, OK, je suis capable de décider qu'est-ce que je fais dans l'instant pour avancer vers mon objectif. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir une clarté dans ce que l'on veut faire. Et ces objectifs-là, on est d'accord qu'ils sont reliés, c'est-à-dire que de mon objectif à long terme, un jour, mon rêve serait par exemple d'avoir une entreprise qui a des dizaines de salariés et que ça tourne tout seul et que moi, je ne suis plus dans l'opérationnel, je suis dans le décisionnaire, par exemple. C'est mon someday goal. Oui. Et ensuite, de ça découle un objectif à horizon 5 ans. Ça veut dire que, ok, si un jour j'aimerais atteindre ça, ça veut dire que dans 5 ans, ce serait bien que j'ai déjà au moins une équipe de 5 employés. Et que du coup, ça veut dire que dans 1 an, il faut que j'arrive à embaucher mon premier employé. Et du coup, c'est comme ça, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment interrelié et que le gros objectif en fait découler d'autres sous-objectifs quelque part. Tout à fait. Et ça permet justement de faire de ce sens-là, d'avoir une prise de décision plus simple. Si on va prendre un exemple ultra concret. Il y a 1 an et demi, avec Céline, on décide de se dire, tiens, et si on tentait l'aventure du tour du monde que l'on est en train de vivre en ce moment? Pour la première vidéo, on était à Québec. Là, au moment où je parle, je suis à Petite-Rivière-Saint-François, dans la région de Charlevoix. Donc, on a changé un petit peu de lieu. Et finalement, la question qu'on s'est posée il y a 1 an et demi, c'est de dire, OK, si on veut être capable, dans 1 an et demi, de vivre le tour du monde en étant totalement serein de la possibilité de le réaliser sans avoir à vendre la maison pour avoir l'argent nécessaire. Comment on fait pour avoir une entreprise qui nous permette de continuer à vivre de la même manière que l'on fait aujourd'hui, mais tout autour du monde? Comment est-ce qu'on fait pour structurer notre activité commerciale de sorte à ce qu'elle vienne soutenir ce projet? Parce qu'on a dans notre idée, on ne voulait pas finalement avoir un budget, une cagnotte définie pour vivre pendant 1 an autour du monde. On s'était dit, le projet, c'est que l'entreprise, c'est elle, on continue à servir nos clients, on continue à se développer, de sorte à ce que l'on puisse vivre au mois le mois, finalement, enfin, avec les revenus que l'on génère de notre activité. Eh bien, en ayant déjà cette vision-là, ça nous permet de nous poser les bonnes questions, en fait. Parce que si on organise, comment dire, on a plein de façons de se développer lorsqu'on vend son savoir-faire. On peut faire du coaching individuel, on peut faire du coaching de groupe, on peut faire du conseil et de la formation de groupe, on peut organiser des séminaires en présentiel, on peut faire des masterminds, on peut vendre des produits d'information. Il y a plein de façons de se développer. Et elles sont toutes bonnes, elles sont toutes géniales. On peut, pour les vendre, là encore, il y a plein de façons de les vendre. On peut faire des lancements vidéo, on peut faire des vidéos sur YouTube tous les jours ou une fois par semaine, peu importe. On peut faire des webinaires. Bref, là encore, d'un point de vue développement commercial, il y a plein de choses. La question, c'est qu'est-ce que l'on choisit pour faire en sorte que ce que l'on va mettre en place va être cohérent avec notre projet. Notre projet, c'est de faire le tour du monde en ayant une entreprise qui vienne soutenir ce projet, tout en nous permettant de ne travailler qu'une demi-journée par jour. Je veux, moi, travailler le matin et pas travailler l'après-midi. Est-ce que les séminaires, c'est la bonne façon pour ça? Séminaire, c'est présentiel. Ça veut dire qu'il faut caler du temps. On sera en tour du monde, donc si on veut que les clients viennent, il va falloir qu'ils viennent un moment au Canada, un autre aux États-Unis, un autre au Pérou. Est-ce que c'est vraiment viable? Non, c'est peut-être pas la bonne solution. Si pendant l'année et demie, moi, j'avais concentré mon développement dans des séminaires, ça n'aurait pas été la bonne stratégie. Je serais avancé dans une direction qui m'aurait écarté quelque part de mon objectif. Alors que la question, c'est de dire, OK, donc ça, c'est pas la bonne direction. Quelles sont les solutions qui nous permettent finalement d'avancer vers cette vision? Alors là, c'était horizon 1 an et demi, de se dire, OK, on a une activité qui nous permette d'être libre. Eh bien, la décision que ça nous a permis d'avoir, c'est de dire, OK, il faut qu'on structure notre activité autour de 2 choses principales. La première, c'est de continuer effectivement le développement de produits d'information, puisque les produits d'information permettent de développer l'entreprise sans avoir à être présent à un instant T. Et de reprendre peut-être du coaching individuel, parce que le coaching individuel permet d'avoir de la souplesse. Alors même si on est présent à un moment donné, je dirais sur une période définie de 1 heure ou 2 heures toutes les 2 semaines avec nos clients, eh bien ça on peut le prévoir, ça s'organise facilement et même en déplacement on peut le gérer. Et ensuite la deuxième question c'est sur comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on trouve les clients. Eh bien le choix qui a été de se dire ok,
moi, depuis 2 ans, je fais des webinaires. C'est comme ça que je développe à 90% mon activité. Eh bien, et si je continue à faire avec les webinaires, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça correspond quelque part à cet objectif-là? Et la réponse était oui. Le one thing de développement reste les webinaires parce que même à l'étranger, eh bien, on peut organiser des conférences en ligne. Et donc, du coup, finalement, le choix de modèle d'affaires, de la réorganisation un petit peu du modèle, parce que si j'étais resté en France, j'aurais fait beaucoup plus de séminaires. Mais j'ai changé finalement un petit peu de direction de développement pour être cohérent avec ce projet à 1 an et demi, qui était de se dire, OK, on va vivre autour du monde. Est-ce que je suis clair ou pas? Est-ce que cet exemple est parlant ou pas? Très, très parlant. Et en fait, moi, le mot-clé qui me vient, c'est simplification. Oui. C'est en fait, tu as simplifié au minimum, justement, pour avoir l'impact maximum. Et moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que tu as un objectif. Et en fait, à partir de cet objectif-là, tu identifies l'action à impact maximal et tu focuses là-dessus uniquement. Et finalement, alors après, ça ne veut pas dire que ça va tout de suite fonctionner. Non. Comme tu le racontes en conférence, c'est pas parce que tu as dit, OK, je vais me concentrer sur les webinaires et le jour J, tu as eu ton business exploser, ça a pris du temps. Mais du coup, il y a une sorte d'effet cumulé de ces actions. Donc c'est un autre livre, hein, l'effet cumulé du coup, qui a fait que tu as eu ces résultats-là. Et ça, je trouve vachement inspirant parce que c'est à la fois pertinent en entrepreneuriat de dire, OK, j'ai une stratégie de développement commercial, j'ai une stratégie de vente, mais c'est aussi le cas pour toutes les sphères de la vie. En fait, par exemple, pour moi, on va dire ma forme physique, moi, j'ai pas beaucoup de choses, hein. J'ai donc du gainage avec de la respiration pour m'entretenir. C'est-à-dire que je fais un mix entre les techniques de Wim Hof, de respiration explosive, avec du gainage que je peux apprendre en yoga, par exemple. Et en fait, voilà, ça me fait mon entretien quotidien en ce moment. C'est ma solution minimale, en fait. Ouais. Mais effectivement, l'idée, c'est que tu parles de l'effet cumulé, c'est exactement ça en réalité. Pour moi, le one thing permet d'avancer vers cette notion d'effet cumulé, l'effet boule de neige en quelque sorte. Parce que souvent, effectivement, quand on commence une boule de neige, elle est petite et on a le sentiment qu'il faut la pousser longtemps. Mais si on continue à pousser cette boule de neige, elle va grossir. Le problème, c'est que bien souvent, on a tendance à commencer une boule de neige, elle grossit pas aussi vite que ce qu'on aimerait, du coup, on en commence une autre. Alors, elle est encore plus petite, c'est frustrant, puis on continue, puis elle grandit pas énormément. Puis finalement, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec 10 boules de neige de cette taille-là face à nous, alors que si on avait continué à pousser la même boule de neige durant le même nombre d'heures qu'on a passé à pousser les 9 autres, eh bien cette boule de neige-là serait beaucoup plus grosse. On aurait fourni le même volume d'effort, on aurait investi le même temps d'effort, mais à la fin, on n'aurait pas 9 petites boules de neige, on aurait une grosse boule de neige. Et bien souvent, une grosse boule de neige apporte beaucoup plus de résultats que 9 petites boules, ou que 10 petites boules de neige. Et ça rejoint un autre principe, c'est qu'il y a un mensonge dont parle Gary Keller dans son livre, je vais le mettre à l'écran, c'est le mensonge de la discipline. En fait, il explique que la discipline, ou que la volonté, quelque part, on croit qu'on a de la volonté à la demande. C'est faux. On n'a pas de la volonté à la demande. On a, dans chaque jour, un petit volume de volonté actionnable que l'on peut utiliser. Et ce qui se passe, en fait, c'est que si on utilise cette volonté à chaque fois pour devoir changer d'activité, on se dit, tiens, il faut que j'ai de la discipline. Le matin, je vais faire des vidéos YouTube. L'après-midi, je vais faire des webinaires. Durant la deuxième partie, je vais écrire des articles de blog. Durant un autre, je vais servir mes clients. Enfin bref, si on doit faire énormément de choses, à chaque fois, il faut qu'on ait de la discipline, de la volonté pour passer d'une chose à l'autre. Alors que si finalement, on choisit une chose, qu'on simplifie, comme tu viens de le dire, on simplifie les choses, et qu'on ait finalement beaucoup moins de choix à faire et qu'on sache exactement ce que l'on réalise, à ce moment-là, on passe, d'une production qui a besoin de volonté à une production qui s'appuie sur des habitudes. Et souvent, c'est ce qui fait énormément la différence. Et ça, c'est ce qu'il explique également ici. C'est que là, dans la diapositive que l'on voit à l'écran, c'est le 3e mythe, c'est la vie autour de la discipline. En réalité, il se rend compte que plus le temps passe, plus la discipline diminue. Et grosso modo, finalement, si on reste sur un one thing d'une manière simple, au bout du 44e jour, c'est là où finalement les habitudes se forment. C'est à partir du 44e jour, finalement, on a besoin de moins en moins de discipline si on est focalisé sur une chose et qu'on arrive à finalement développer des habitudes. Et l'objectif que l'on devrait tous se fixer pour arriver à simplifier ce que l'on réalise chaque jour, c'est de trouver un système d'organisation
qui nous permettent de développer des habitudes qui soient simples à mettre en œuvre pour avancer vers nos objectifs. Et qu'on n'ait pas besoin de discipline pour faire la tâche, mais qu'on ait simplement besoin de discipline pour se lancer sur la chose que l'on a choisie et choisir finalement les actions importantes à réaliser. Ça c'est fondamental pour moi. Oui, parce que finalement, une habitude ne demande pas de force de volonté parce que c'est devenu naturel. Exactement. Alors qu'avant que ça devienne une habitude, comme ce n'est pas naturel, on doit faire un effort conscient. Et c'est là qu'on peut s'épuiser et que finalement, comme tu dis, on va puiser dans ce réservoir de force de volonté qui est limité en fait. Et, oui. Et du coup, donc ça, c'est. Alors, si je récapitule, parce que c'est hyper puissant, j'ai un objectif qui découle d'une vision long terme et que je découpe en plusieurs petits objectifs, que tout ça reste cohérent et que pour chaque objectif, j'ai une action sur laquelle je vais me reposer et que je vais pouvoir dupliquer dans le temps pour mettre en place cet effet boule de neige et avoir un maximum d'impact pour limiter l'effort, ce qui me permet ensuite d'économiser la force de volonté parce qu'en capitalisant sur cette seule chose à réaliser, j'en fais une habitude et du coup, ça me fait économiser l'énergie tout en ayant plus d'impact. Quoi d'autre, j'ai envie de dire, parce que c'est déjà énorme, mais je vois que tu as déjà amorcé une autre slide. Je sens qu'il y a encore d'autres pépites que tu as retirées de cet ouvrage. Il y a une autre chose, effectivement, qui, à mon sens, est fondamentale à bien percevoir. C'est le deuxième mythe, en fait, le deuxième mensonge dont parle Gary Keller dans son livre. Je vais l'afficher à l'écran. Voilà. C'est le mythe du multitasking. C'est le fait, on pense qu'on est capable de faire du multitâche. De se dire, et ça nous vient effectivement ce qu'il explique du fait que les ordinateurs ont des processeurs qui soi-disant peuvent faire du multitâche, ils peuvent faire tourner plusieurs applications en même temps, mais en réalité c'est faux. Aussi bien les humains que les ordinateurs ne peuvent pas faire de multitâche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. La seule chose qu'on est capable de faire, c'est de switcher, c'est de passer d'une tâche à l'autre, et en réalité, quand on dit qu'un ordinateur fait du multitâche, il ne fait pas de multitâche, il switch d'une tâche à l'autre très rapidement, du volume disponible de mémoire pour les réaliser. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, quand on passe d'une tâche à une autre, finalement, il nous faut énormément de temps pour se mettre dans l'action. Il faut énormément de temps pour se mettre dans la concentration. Et ce que Gary Keller explique dans son livre, si ma mémoire est bonne, alors je l'ai lu il y a quelques mois, donc à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Il dit que lorsque on est dans une tâche et qu'on a une distraction ne serait-ce que de 15 minutes, pendant 15 minutes, je sais pas, il y a un coup de fil qui arrive, on répond à un email, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce pour nous poser une question ou autre chose. Ne serait-ce qu'une distraction de 15 minutes dans une action qu'on est en train de faire demande 30 minutes de reconcentration. Pour revenir dans le même état de concentration dans lequel on était lorsqu'on a été dérangé, il faut 30 minutes. Donc sur l'espace d'une journée, 30 minutes, c'est énorme. Si on est dérangé 2 fois, c'est 1 heure presque de perdu dans la journée pour mettre en place les choses. Et donc là, si je raffiche la diapo, l'idée, c'est que si on doit être dans ce qu'il appelle donc le travail primaire, c'est-à-dire vraiment le travail qui vient nourrir l'objectif primaire, ce qui vient nourrir l'objectif principal, ce qui vient vraiment réaliser ce que l'on veut mettre en œuvre. Eh bien, si on est sur un mode d'interruption, où on a ici là une phase de travail primaire, tac, on switch de tâche, on doit se dérienter, il y a une distraction, on re-switch, il y a le moment où il faut se remettre dedans et on peut enfin venir sur un primaire. Eh bien, même si quelque part on a fait 2 sessions par exemple d'1 heure de travail primaire, ça aura mis beaucoup plus de temps que si on se fixe 2 heures ininterrompues. Si on se fixe dans notre agenda 2 heures ininterrompu de, entre guillemets, travail de production primaire focusé sur notre one thing, eh bien, le temps nécessaire du départ jusqu'à la fin, comme on peut le voir sur l'écran, c'est divisé par 2 en réalité. Et donc, la différence entre ceux on a l'impression que les gens produisent énormément de choses et les autres qui ont l'impression de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sans avoir beaucoup de résultats, souvent elle vient de là. Souvent, elle vient du fait que ceux qui ont beaucoup de succès, ceux qui réussissent vraiment à produire beaucoup, ont cette capacité à ne pas laisser les distractions gérer leur quotidien, mais à au contraire se caler des moments de travail intense, ce qu'on appelle également des sprints. On pourrait parler de plein de choses, mais c'est un système de sprint. On se dit, OK, de telle heure à telle heure, je me focalise sur telle tâche qui correspond à mon one thing du jour, je me focalise sur telle tâche et je ne fais que ça. Je coupe ma messagerie, je coupe mes emails, je demande à qui que ce soit, si j'ai une équipe, de ne pas me déranger, je suis focus sur cette tâche-là. Et si on est focalisé de cette manière-là, eh bien, ça permet comme ça d'être beaucoup plus productif
et de faire finalement en moins de temps les choses que d'autres, eh bien, qui seraient dans la distraction, vont mettre en beaucoup plus de temps. Et ça, Donc, c'est fondamental. Ça a été également quelque chose qui a beaucoup changé dans ma façon de faire, en fait. Le fait de fonctionner par sprint. c'est-à-dire qu'avant, tu laissais les distractions perturber ton travail. Enfin, qu'est-ce qui a changé en fait en te disant que, ok, The One Thing, c'est pas uniquement sur le long terme, mais c'est aussi dans mon quotidien et que je dois être en mode monotâche. Bah, en fait, concrètement, si tu veux, moi, quand j'ai toujours le téléphone à côté de moi, allumé, en fait. Et on a tendance, quand il y a une notification, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah, c'est de la regarder. Et moi, j'étais exactement comme ça, hein. La notification, tac, la gratification immédiate, tu regardes, ah tiens, il y a un commentaire sur ci. Et puis quand moi je fais pas mal de publicité Facebook, il y a beaucoup de commentaires sur les publicités, donc il y a des commentaires gentils, d'autres beaucoup moins gentils. Bref, tu vois, tu as une partie de ton cerveau qui a envie de répondre tout de suite s'il y a un commentaire pas génial, de ne pas le laisser traîner. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Donc au démarrage, j'avais ce besoin de tout de suite être dans la réaction et de me dire, ok, je vais regarder toutes les notifications. C'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais pour moi c'est un des plus parlants. Quand j'ai dit stop, là, ce que Gary Keller explique, c'est que ça, c'est le pire moyen de travailler, c'est en tout cas le meilleur moyen de ne pas être efficace. Et bien, il me dit, OK, je vais faire l'effort, quelque part, de couper les notifications, de dire stop, j'arrête les notifications quand je suis en mode de workflow, de travail intense, je le coupe le téléphone, je le mets en mode avion. Si pendant 2 heures, il y a des choses qui se passent, généralement, il n'y a pas mort d'homme. Il peut y avoir, même au pire des cas, il y a un commentaire mauvais ou je sais pas, je reçois un email urgent de quelqu'un. 2 heures, si je réponds dans 2 heures, ça peut quand même le faire. C'est pas gênant, la Terre va pas s'effondrer. Donc, c'était le fait de faire un effort de dire, OK, je peux m'autoriser quelque part 2 heures pour moi intenses de travail pour être focalisé sur ce que je dois délivrer, finalement. Et le fait de couper, par exemple, de se mettre en mode avion, pour être vraiment focus, ça a été quelque chose, un des exemples. La gestion des emails en est un autre, de se dire je dédie la réponse à la gestion des emails à des moments fixes dans la journée. De ne pas faire un petit peu entre deux tâches, aller répondre à un email, puis finalement commencer autre chose, répondre à un email. Ça aussi, c'est le pire moyen d'avoir son esprit qui est morcelé de plein de choses dans la tête, en fait. Finalement, on a du brouillard dans le cerveau parce qu'on a des multitudes de tâches ouvertes. Par exemple, un email qu'on a répondu nous dit ah oui tiens il va me répondre, il va falloir que je fasse autre chose. Et finalement, quand on ouvre une tâche, même si elle n'est pas vraiment terminée cette tâche-là, et souvent la discussion par email c'est jamais terminé puisque ce sont des échanges, eh bien ça monopolise du temps cerveau disponible. Alors que si on se fixe des moments précis pour ça, avec un début, une fin dans la journée, on peut à ce moment-là effectivement être beaucoup plus compartimenté et avoir du temps de cerveau disponible beaucoup plus, de meilleure qualité. C'est un peu comme un ordinateur en fait. Si tu ouvres plein d'applications d'un coup sur ton ordinateur, il va ramer en fait. Il va ramer, il va même bugger des fois. et en fait, le cerveau humain, comme tu le dis, il est un peu pareil en fait. Et c'est vrai que ça demande, et pour le coup, ça demande de la discipline. Oui. De se dire, on est tellement connecté, de se dire que je vais me déconnecter 2 heures. Déjà, ça demande de la discipline sur soi parce que c'est pas forcément confortable. Maintenant qu'on aime être constamment connecté et être informé instantanément de ce qui se passe. Et en même temps, ça demande également de la pédagogie parce qu'il faut également, entre guillemets, expliquer aux gens qui étaient habitués à de la réactivité, dire ok, à partir du moment où je ne serai plus réactif, je vais me dédier des moments pour ça en fait. Et c'est vrai que ça demande du travail aussi, du coup, de se préparer à ça. Et en fait, ça demande de la discipline, mais du coup, la discipline, entre guillemets, ou la volonté nécessaire pour décider de choisir ce mode de fonctionnement, bien souvent, on se rend compte qu'elle est moins intense, elle nécessite moins de volonté que si on est vraiment en mode multitâche ou qu'on doit passer d'une tâche à l'autre. Et pour se mettre dans chacune des tâches, quand on a plein de choses à faire, eh bien, ça nécessite plus de volonté. En réalité, c'est plus facile, même si, c'est plus simple. C'est pas plus facile, c'est plus simple en réalité à gérer, mais c'est peut-être pas plus facile parce que ça demande de nous autoriser à fonctionner comme ça. Ça nous demande de nous autoriser à ne pas répondre dans les 5 minutes à tous les emails. On a le droit finalement qu'une réponse puisse arriver un peu plus, au bout de 2 heures, au bout d'une demi-journée, peut-être même le lendemain. Après, chacun va définir son niveau d'exigence vis-à-vis de lui-même. Mais en tout cas, c'est plus simple à gérer ce que l'on doit faire lorsqu'on a besoin de cette discipline, uniquement pour dire, OK, j'ai décidé de choisir la stratégie du One Thing, de choisir la stratégie de l'organisation de cette façon-là. Il faut que je m'y tienne finalement.
Mm. Et du coup, comment tu organises ta journée pour ça? Parce que tu m'as expliqué un petit peu, OK, à long terme, j'ai mes objectifs, etc. Mais du coup, maintenant que tu t'es dit, OK, je travaille par one thing, est-ce que tu as un rythme imposé dans tes journées ou tu fais au jour le jour? Comment ça fonctionne? En fait, la fixation, ça tout part de ce qu'on a parlé tout à l'heure, de la fixation des objectifs à long, moyen et court terme. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux ramener, c'est là, en début de journée, la seule chose que j'ai envie d'avoir à faire pour simplifier le travail, c'est de choisir les actions que je réalise dans la journée qui, je le sais, vont m'amener vers mon one thing, vont m'amener vers les résultats que je veux avoir. Et en réalité, quand on commence finalement à avoir ce raisonnement de je pars de mon long terme, puis je descends en fait par exemple, un an, au mois, à la semaine et à la journée, eh bien, ça ramène finalement à le travail de questionnement de se dire comment j'organise ma journée, il se fait à ce moment-là. Et en réalité, dans l'agenda, et ça c'est également quelque chose que Gary Keller explique, c'est que si je veux uniquement dans ma journée me poser des questions sur quelles sont les actions prioritaires que je veux réaliser pour avancer vers mon objectif, il faut d'abord avoir planifié du temps. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on utilise nos journées en majorité pour gérer des choses X et Y et peu de temps dans la journée pour gérer notre one thing, ce qui est important pour nous. Je peux peut-être montrer cette diapo à l'écran. Souvent, on gère notre journée de la façon de la gauche. C'est-à-dire qu'on alloue peu de temps aux actions qui vont nourrir notre one thing. Et l'idée, pour que moi je réussisse, comme l'explique Gary Keller, à avoir au moins la moitié du temps de la journée dédié au one thing. D'ailleurs, Gary Keller explique sur une journée de 8 heures, il faudrait avoir 4 heures dédiées à son one thing. Et ensuite, le reste, donc 4 autres heures si on travaille sur une base de 8 heures, 4 autres heures pour le reste. D'accord? Et notre one thing, encore une fois, ça dépend de ce que l'on veut. Ce n'est pas que des activités professionnelles, ça peut être des activités personnelles, ça peut être du temps de sport pour soi. Après, le one thing, ça touche finalement tous les domaines de notre vie. Eh bien, hop là, la fixation du temps en amont, lorsqu'on raisonne de l'objectif long terme, puis ensuite on descend jusqu'à l'objectif à la semaine, puis au journalier, il se fait de cette façon-là. Les 4 étapes sont les suivantes. La première étape, c'est de bloquer dans le mois, par exemple, à venir ou dans les 6 mois à venir. Moi, je le fais une fois pour l'année. Je commence, en fait, généralement, en début d'année. C'est quelque chose que j'adore faire. Je planifie mon année à venir en bloquant les moments importants, les moments de vacances, les moments, je sais pas, toutes les choses que je sais, par exemple, en août, en avril, en décembre, de manière standard, par exemple. Ensuite, je le refais tous les 6 mois et je le revois également au trimestre, ce genre de choses. La deuxième étape, c'est de bloquer du temps pour son one thing. C'est-à-dire, dans la semaine, moi je le fais une fois par semaine, je me bloque des moments où je sais que ça, ce sera du temps dédié au one thing. Je ne sais pas forcément exactement ce que je vais faire durant ce temps-là. C'est ce qu'on a expliqué tu te rappelles, dans la vidéo sur le GTD. Je te dis, moi, je ne planifie pas tout mon agenda en disant je vais faire ci à telle heure, ça à telle heure. Je planifie simplement du temps de travail. Je sais que là, je serai focus sur mon one thing. Mais maintenant, ça sera à moi de choisir en fonction de mon énergie, en fonction du temps donné, quelles sont les actions qui vont nourrir mon one thing. La troisième étape, c'est de bloquer du temps de planification. Ça, il y a un dicton qui dit que échouer à sa planification, c'est planifier son échec. C'est vrai. Si on n'a pas de temps dans son agenda pour prendre de la hauteur, et généralement, c'est pas beaucoup de temps. Gary Keller, lui, dit, par exemple, si vous calez 1 à 2 heures le dimanche. Souvent, les gens font ça le dimanche. Parce qu'en fin de week-end, on est posé, on a un petit peu de temps, on est tranquille et puis ça permet de planifier la semaine. Moi, je fais ça, jusqu'à maintenant, je fais ça le vendredi. Je fais ça le vendredi de 14 à 16 bien souvent. Alors là, maintenant, ça a un peu changé avec ce nouveau projet, mais bon, peu importe. Pendant plusieurs années, c'était le vendredi de 14 à 16. Pourquoi? Parce que ça permettait comme ça de prendre de la hauteur sur la semaine qui venait de s'écouler, de me rendre compte que s'il y avait des choses, j'étais en attente d'informations de tierces personnes, il me restait quand même le reste de l'après-midi, du vendredi après-midi, pour passer un coup de fil, pour relancer comme ça. J'avais pas besoin d'attendre, je pouvais tout de suite agir. Et puis, ça me permettait de planifier finalement ma prochaine semaine et ça me laissait le week-end tranquille. C'est comme ça. Mais après, ça dépend de chacun encore une fois. Mais le plus important, c'est d'avoir au moins 1 à 2 heures par semaine pour planifier finalement la semaine à venir. Et puis le quatrième principe de la gestion du temps, c'est de protéger ces blocs de temps. Quand on se définit du temps off, du temps où on dit « Ok, là je ne travaille pas, je fais vraiment du temps libre », quand on planifie du temps pour son one thing et quand on planifie ces blocs de temps de planification, il faut respecter en fait finalement ce temps réservé. Parce que si on commence à mordre et à ne pas respecter ça,
eh bien là, on retombe finalement dans les mauvais travers. Il faut vraiment respecter. La discipline doit être utilisée pour respecter les engagements que l'on prend avec soi-même sur sa gestion du temps. Parce que l'organisation ou l'efficacité, elle ne tombe pas du ciel. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas en espérant ou en voulant être productif que ça tombe tout seul. Il faut avoir cette discipline pour respecter ces engagements-là. Est-ce que ça répond à ta question ou pas du coup? Pardon? Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, clairement, oui. Et d'accord, ok. Je vois bien du coup le lien entre ce que tu as dit par rapport à la méthode GTD et The One Thing. C'est que finalement, The One Thing, c'est vraiment un état d'esprit en fait. Oui. C'est vraiment, je vais être minimaliste dans mes actions, dans mes projets pour un impact maximal. Et par exemple, en arts martiaux, c'est comme en karaté, hein, c'est pas de faire 10 000 coups de poing pour pouvoir réussir à vaincre son adversaire. C'est un coup de poing, le maximum d'impact. Exactement. Et du coup, ça prend tout son sens. Mais c'est... Du coup, moi, j'ai une question quand même qui me vient. C'est Oui. est-ce que ça s'est adapté à tout le monde? Parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'activités différentes qui me nourrissent du coup régulièrement par rapport à cette diversité, l'effet de nouveauté, etc. Et c'est qu'il y a tout un mouvement là qui est en train de prendre de l'ampleur sur les multipotentiels ou les pluriactifs. Et du coup qui ont plusieurs one thing. Comment toi tu vois cette méthode-là? Est-ce que c'est uniquement pour certaines personnes? Est-ce que c'est adaptable également pour des personnes qui sont multipotentielles ou plus réactives? Quelle est ta vision par rapport à ça? C'est une bonne question. Ma vision des choses, c'est que il est certainement possible de gérer plusieurs projets en même temps. Maintenant, je me dis que le questionnement du one thing doit s'opérer encore plus du coup pour chaque projet. Parce que si on doit gérer 3-4 projets et les faire avancer tous en même temps, eh bien pour que chacun des projets avance, il faut que chaque projet soit vraiment organisé et doit spécifier en disant ok, pour faire avancer ce projet-là, j'ai forcément dans ma journée moins de temps pour chaque élément, ou dans ma semaine, ou dans le mois. Après, je ne sais pas comment chacun s'organise, mais prenons à l'échelle de la semaine. Si je sais que chaque semaine, je vais faire avancer mes 4 projets, qu'est-ce que dans ma semaine, je dois réaliser pour chacun des projets? Quel est le one thing le plus important pour chacun des 4 projets? Là, je pense que ça prend encore plus d'importance lorsque l'on a plusieurs éléments à gérer. Parce que finalement, on a tous de multiples projets. Quand on a une vie personnelle, une vie professionnelle, on a une vie familiale, on a des amis, on a peut-être des engagements sur des associations sportives, enfin peu importe, il y a plein de choses et généralement, on a de multiples projets chacun. Qu'est-ce qui fait que chacun des projets va avancer comme on le désire? C'est en étant vraiment focus sur l'élément le plus important qui va venir faire avancer ce que l'on désire. Je pense que c'est possible effectivement d'avoir plusieurs projets. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas les faire avancer en même temps. Ce qui veut dire qu'il va falloir séquencer l'avancement de chacun de ces projets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais faire avancer le projet A, puis je vais faire avancer le projet B, puis le projet C. Je ne pourrai pas les faire tous avancer en même temps. Mais pour que je sois efficace dans l'avancement de chacun, il faut que lorsque je suis focus sur le projet A, le one thing soit vraiment présent. C'est-à-dire, OK, là, c'est du temps pour faire avancer le projet A. Quel est le one thing? Quelle est la chose que je dois faire dans l'instant pour que ce projet-là, effectivement, avance bien et que tout le reste que je pourrais faire, finalement, que je pourrais faire, soit presque inutile ou alors soit beaucoup plus facile. Moi, voilà comment je me dis que quand on a plusieurs projets à faire avancer, le one thing est d'autant plus important. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer. Et par exemple, il y a un petit réflexe que j'ai pris suite à la lecture de The One Thing, c'est que tous les lundis matins à 7h, j'ai une notification Google Calendar avec 9 questions. Et les questions, c'est à chaque fois, donc alors j'ai fait en anglais parce que j'ai lu le livre en anglais et je vis à Londres, donc du coup, je vais essayer de les traduire en français. Mais par exemple, ça va être quel est The One Thing pour ma forme. Et du coup, pour la semaine, je me dis, OK, voilà la chose la plus importante que je vais faire cette semaine pour ma dimension santé. Pareil pour les amis, pareil pour la vie familiale, pareil pour ce business en particulier. Et du coup, donc tous les lundis, je prends des décisions, comme tu dis, sur la chose la plus importante sur chacune de ces 9 sphères. Tout à fait. J'ai affiché justement la slide à l'écran pour venir supporter ce que tu dis. C'est très juste, effectivement, parce que ça s'applique. Et là, c'est un exemple très concret de ce que tu disais, c'est qu'effectivement, c'est finalement différents projets
Même si ce n'est pas Mhm. différents projets professionnels, c'est reste différents projets. Et, Il et y a toi, une du chose, coup, toi aussi, tu as fait un peu pareil ou pas? oui, en fait, oui, c'est-à-dire que c'est devenu un réflexe en réalité. Je pense que le Ok. one thing, comme tu disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Quand on a décidé d'être dans cet état d'esprit du one thing, et je pense que une fois qu'on a goûté à l'impact positif que ça peut avoir, cette stratégie du one thing, je pense, et dis-moi si tu penses l'inverse, mais je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une Mhm. fois qu'on a goûté à la puissance du one thing, on ne peut pas revenir en arrière. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et je vais, juste pour illustrer également peut-être ce principe du one thing, j'aurais peut-être pu en parler plus tôt, mais bon, peu importe. En août 2016, ou en août, bon, peu importe, en août, je crois que c'est en août 2016, j'ai dit non à un peu plus de 30 000 euros d'opportunités de mission de conseil. Pourquoi? Parce qu'elle ne rentrait pas à l'époque dans le one thing que je voulais faire. L'idée, c'est quand on se développe, on a de multiples opportunités qui s'offrent à nous. Il y a peut-être des partenaires qui vont vouloir nous proposer de faire des opérations avec nous. On se rend compte qu'il y a peut-être un nouvel outil marketing qui, pour certains, font des miracles et que ça a l'air génial. Et peut-être c'est une opportunité pour nous de nous développer. Peut-être que du coup, il y a aussi des clients potentiels qui viennent nous voir pour nous proposer une mission. Et si on n'est pas clair sur son one thing et qu'on ne reste pas sur son one thing, il se peut du coup que, eh bien, on s'écarte de notre chemin. Moi, à l'époque, en août 2016, donc j'arrivais à un moment donné où j'avais fait une douzaine enfin 12, c'est pas une douzaine, c'est 12 webinaires en direct pour vendre un produit qui s'appelle Pitcher comme un pro. Et je me dis, voilà, là, je suis focalisé depuis 8 mois, je suis focus sur le webinaire, je me dis, je ne fais que ça parce que je sais que si j'arrive à devenir vraiment extrêmement bon dans les webinaires, je sais qu'à terme, je vais pouvoir les automatiser. Je sais que si j'arrive à avoir… Mon one thing de l'époque, c'était fais en sorte d'avoir une campagne de webinaire rentable sur du trafic froid. Et si tu obtiens ça, le résultat qui est l'automatisation de ton business va découler naturellement. Et ça rejoint un élément dont Gary Keller parle. Moi, j'appelle ça ne pas se tromper entre objectif et résultat. Moi, effectivement, mon idée à l'époque, c'était d'automatiser la vente d'un de mes produits d'information. Mais je me suis dit, ça, c'est pas mon objectif. Ça va devenir le résultat. Le résultat qui est l'automatisation. Qu'est-ce que je dois faire pour, à un moment donné, avoir un système automatisé? Eh bien, l'objectif qu'il fallait que je me fixe à ce moment-là, et c'est le fruit de la réflexion, c'est de dire, si à un moment donné, tu veux avoir la capacité d'automatiser ta campagne de webinaire, c'est simple, il faut que tu obtiennes une campagne de webinaire que tu vas faire en direct sur du trafic froid, mais tu sais qu'à chaque fois que tu vas lancer une campagne de publicité sur Facebook, sur le trafic froid, que tu vas faire ton webinaire en direct, qu'il va y avoir des ventes, si tu l'as fait, allez, moi je m'étais fixé au minimum 5 fois rentable, à ce moment-là, tu as une campagne rentable que tu peux automatiser. Et donc l'objectif qui était de me dire, je veux avoir une campagne de webinaire en direct rentable sur du trafic froid au minimum 5 fois, c'était l'objectif qui allait me permettre d'obtenir le résultat qui était l'automatisation. Et donc j'étais à ce stade-là et je m'étais fixé de faire un webinaire toutes les 2 semaines, puis un webinaire par semaine. Et donc je savais exactement les tâches que je devais faire. Je savais que le webinaire c'était par exemple le jeudi, que le lundi je lançais ma campagne de publicité. Donc mon one thing qui était je lançais des campagnes de webinaire sur le trafic froid, me donnait facilement, ma prise de décision des actions du jour était très simple finalement, parce que je savais exactement ce que je devais faire. Et à cette époque-là, j'avais eu plusieurs entreprises qui sont venues me voir pour faire de la formation sur ce même sujet chez eux. Et donc du coup, c'était des opportunités à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et même de profit, puisque je n'avais pas besoin de dépenser d'argent pour trouver ces missions, puisque ce sont eux qui sont venus à moi. C'est très tentant. Et ce qui se passe, c'est là, quelque part, c'est du positif d'un certain côté, puisqu'on se dit, j'ai une opportunité d'affaires et 30 000 euros de chiffre d'affaires, pour moi à l'époque, c'était quand même pas rien du tout. Donc, je veux dire, c'est pas un choix, c'est un choix difficile de se dire, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? C'est vrai, 30 000 euros, c'est quand même beaucoup. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je fais? D'un côté, j'avais un côté qui me disait, punaise, c'est super tentant, c'est entre guillemets du cash qui rentre facilement, c'est maintenant. D'un autre côté, je m'étais dit, ouais, mais ça va m'écarter de mon one thing là, je suis en phase, là, je suis vraiment chaud, je sens que je suis dans un état de flow, tout va bien. Si je prends des missions, ça va me prendre quand même un certain nombre de journées chaque semaine. Et donc, du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis oui à cette opportunité court terme, mais qui du coup m'écarte de mon objectif moyen-long terme, qui est de l'automatisation d'une partie de mon entreprise, ou est-ce que je leur dis non pour rester focus sur mon one thing? Alors certes, à court terme, je dis non à quand même une certaine somme d'argent, mais je dis oui à mon développement long terme. Eh bien, ce n'est pas une décision facile, mais le one thing, c'est aussi ça. C'est de se dire, on va avoir des opportunités.
on va avoir des choses devant nous qui vont être certainement extrêmement positives d'un point de vue court terme. Le one thing, c'est aussi, je pense, cette capacité à avoir pour soi ce recul de se dire, est-ce que c'est une opportunité qui me nourrit uniquement mon court terme ou est-ce que c'est une opportunité qui nourrit aussi mon moyen terme et long terme? À l'époque, et là, peut-être que d'autres auraient pris des décisions différentes, mais peu importe, c'est à chacun là de prendre les décisions par rapport à ses désirs et son contexte. Mais moi, à mon époque, je m'étais dit, voilà, si je dis oui, je raisonne uniquement court terme. Je raisonne uniquement, je fais rentrer de l'argent dans l'entreprise, mais je sais que ça va décaler et ça va venir finalement nuire à ma vision long terme qui est l'automatisation de l'entreprise. Si je dis non, eh bien, je sais que là, ce sera plus positif pour mon long terme et j'ai pris la décision de refuser cette mission-là. Enfin, il y en avait 2 au total, 2 missions pour ce volume de chiffre d'affaires-là parce que je me dis, OK, à court terme, j'ai moins de chiffre d'affaires, mais à long terme, je sais que ça va plus payer si je continue à taper mon clou du webinaire pour avoir une webinaire rentable. Moi, j'ai cette image, tu vois que le succès, c'est comme enfoncer un clou dans une bûche. D'ailleurs, on est au Canada, il y a beaucoup d'arbres. Imagine que tu as une bûche et il y a un clou qui est planté dedans. Peut-être moi, j'étais peut-être un peu comme ça aussi à l'époque, mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que le succès, c'est de se dire, je prépare mon coup pour que lorsque je tape sur mon clou, en un seul coup, je l'enfonce. Ça, c'est la croyance, le mythe du succès facile ou du succès qui arrive du jour au lendemain. C'est faux. Je crois que c'est faux. Ça, on aura beau se préparer autant qu'on veut, ça peut peut-être arriver, mais ça va être l'exception. La personne qui, du premier coup, va être capable d'enfoncer le clou directement. Je crois qu'on a beaucoup plus de chances et que la majorité d'entre nous ont beaucoup plus de chances d'atteindre le succès si on est dans cet état d'esprit de se dire « j'enfonce mon clou ». Et tant que petit pas petit, voilà, tranquille, méthode Kaizen, amélioration continue, j'enfonce mon clou. Alors il va s'enfoncer peut-être petit peu par petit peu, mais si je persévère, si c'est le bon clou, je fais attention que mon clou soit pas sur un nœud, d'accord? Si je me rends compte que je tape mais qu'il s'enfonce rien, ça sert à rien que je continue. Je vais planter un deuxième clou à un autre endroit. Mais si en tapant petit peu par petit peu, mon clou s'enfonce, ça veut dire que ça va bien. Si je persévère suffisamment, à un moment donné, tôt ou tard, mon clou sera enfoncé. Moi, je pense que je suis dans cet état d'esprit-là, de me dire, je ne cherche pas à enfoncer mon clou du premier coup, mais si je persévère, si je continue, mon clou va s'enfoncer tôt ou tard. Et donc, ça, c'est le one thing, c'est la vision long terme. Là, on m'a proposé un deuxième clou à planter à côté. Mais si du coup, je commence à taper un deuxième clou, j'arrête de taper sur l'autre. Je me dis, non, stop. Moi, mon clou, il est là. Je perçois le potentiel, je reste là. Je dis non à ce clou-là, mais je continue à planter mon clou. Et c'est ça qui a finalement permis qu'à un moment donné, le mois d'après, et ça a été une bonne décision puisque j'ai continué sur le mois d'août à faire les webinaires, à avoir les actions à réaliser dans ce sens-là. C'est ce qui m'a permis d'automatiser quelque part durant les mois qui ont suivi la campagne de webinaire. Et maintenant, peut-être une pépite que je peux donner, enfin une astuce. Alors je ne sais pas si c'est une pépite, en tout cas pour moi, c'en est une. Peut-être que ça le sera pour ceux qui vont l'écouter ou pas, mais peu importe. Ça prend, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui est inspirée par ça, tant mieux. Voilà comment je raisonne. Quand j'ai une opportunité d'affaires, je me dis 2 choses. Déjà, je vais proposer un niveau de tarification qui va être, qui va être extrêmement. Je me dis, ok, si je dois changer mon one thing, je dois ralentir mon one thing ou en tout cas m'en écarter un petit peu, il faut vraiment que ça en vaille la chandelle. Il faut vraiment que ça en vaille le coup. Donc, à quel niveau de tarification j'ai envie de le proposer pour que j'accepte, entre guillemets, de m'écarter un petit peu de mon one thing. C'est la seule condition qui ferait que je serais capable de m'en écarter. Et de ça, je me pose 2 questions. Je me dis, ok, si je le propose à ce niveau-là, je serais satisfait. Si la personne me dit oui, je suis content. Si la personne me dit non, je suis aussi content. Pourquoi? Parce que si elle me dit non, je récupère du temps disponible que je vais consacrer à mon one thing. Comme ça, je suis gagnant dans les 2 côtés. Si la personne me dit oui, je gagne une somme d'argent qui me convient et qui est acceptable pour moi pour m'écarter de mon one thing. Et si la personne me dit non, je gagne du temps. Le temps que j'aurais accordé à ce projet-là, je le récupère quelque part et je peux le consacrer à mon one thing. Et c'est comme ça que je raisonne maintenant parce que je me dis, ok, si là, si la personne à ce niveau de tarif me dit non, c'est génial, je récupère, je vais dire une bêtise, 12 heures que je peux consacrer à mon one thing. Et je sais aujourd'hui que 12 heures sur mon one thing, je sais ce que ça vaut. Je sais la valeur que ça a parce que je sais que mon one thing me permet d'avoir un certain volume de retour sur investissement. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette pépite. C'est passionnant. En tout cas, moi, ça m'a inspiré. Tu as au moins inspiré une personne là-dessus. Ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé et je pense que j'ai du travail à faire. Justement par rapport à ça. Donc c'est top. Merci beaucoup.
J'aurais vraiment envie d'aller encore plus loin, mais là, on a déjà fait péter le compteur justement de temps par rapport à ça. Est-ce que tu as encore une dernière pépite à partager ou tu penses que là, voilà, on peut terminer sur celle-là parce qu'elle est déjà assez énorme? Hmm, Moi, ce que je peux proposer, en fait, c'est simplement de se fixer pour au moins allez, les 30 prochains jours. Tester ça, tester ce Mhm. concept du one thing, de se dire, on se pose la question maintenant de se dire, OK, s'il y a une chose que j'aimerais se voir réaliser dans les 30 prochains jours, ce serait quoi? D'accord? Là, on peut le faire sur les 9 sphères, d'accord? Mais déjà, on commençait par une sphère. Sur une sphère, on choisit une sphère, professionnelle, personnelle, santé, peu importe. Allez, on choisit une sphère. Moi, je crois que, comme d'habitude, il faut commencer simple et petit. Tu vois, le clou, on va pas l'enfoncer du premier coup, Mhm. on va taper petit à petit. Donc, on va prendre une sphère de sa vie, on va se dire, OK, sur cette sphère-là, dans 30 jours, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se produise? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se produise qui me permettrait de me dire, waouh, en 30 jours, j'ai énormément avancé. Ensuite, se dire, OK, je sais ce que je voudrais qu'il se produise d'ici 30 jours. La question, c'est, qu'est-ce qui, dans une semaine, ou chaque semaine devrait se réaliser pour que, dans les 4 semaines qui arrivent, je puisse atteindre ce que je désire? Quelle est, pour cette semaine, la chose que je dois réaliser? Et ensuite, de choisir sur ce one thing-là les actions qui vont permettre d'avancer dans cette direction. Et de rester pendant 30 jours, avoir la discipline de se focaliser sur un one thing, de se focaliser Mhm. sur une chose, d'arriver à se dire j'essaye d'arrêter les distractions, je bloque du temps disponible pour moi, je bloque du temps pour mon one thing et je respecte ça. Au moins de le tester pendant 30 jours et voir ce qui se passe. Parce que on aura beau lire des livres, écouter des audios, la seule chose qui va faire qu'on va obtenir des résultats ou qu'on va se rendre compte que si oui ou non c'est pour nous, c'est de l'essayer, c'est de le tester. Donc peut-être que le dernier conseil que j'aimerais donner, c'est ça. C'est tester au minimum pendant 30 jours pour voir ce que ça fait, pour voir la sensation que ça procure. Moi, je peux vous garantir pour l'avoir essayé que voilà, c'est une drogue. Moi, une fois qu'on y a goûté, moi, j'y reviendrai pas. C'est génial. Et je vous souhaite vraiment de goûter de cet effet boule de neige. Une fois qu'on a pris conscience, qu'on a touché du doigt l'impact de cette stratégie de la boule de neige, qu'on continue à pousser la même boule de neige, ou si on prend l'exemple du clou, qu'on continue à planter notre clou, bref, ça, c'est juste génial. Ok, super. Merci beaucoup, David. C'était passionnant. Donc, Merci à toi, testez. Jérôme. Et à bientôt. Belle fin de journée. À bientôt. Merci, à bientôt.